France, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Willy Gattuot, le maire de Païta. Bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être là et de participer à porter la voix de la France. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette occasion. On va d'abord revenir, même si c'est un peu vieux aujourd'hui, sur les municipales. Vous avez été réélu à la tête de la mairie de Païta à l'issue de 2 tours, un entre-deux tours qui était extrêmement long, et puis d'une campagne assez animée tout de même. Alors, je rappelle le score, vous avez obtenu 49,90% des voix, ce qui vous donne 27 sièges sur 35. La liste conduite par Milakolo Tokumuli occupe 5 sièges, la liste indépendantiste de Louis Mapou 3 sièges. Une campagne, je le disais, assez intense, assez animée. Ça a laissé des traces ou est-ce qu'aujourd'hui la sérénité est revenue à Païta et dans son conseil municipal ? Je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Donc je ne vais pas refaire l'histoire, notamment des municipales, au risque de rouvrir certaines blessures. Je pense que sur la question des municipales et comment se sont passées, on a tiré des conclusions et chacun prendra sa part de responsabilité. Ce que je veux dire là, c'est que l'heure n'est plus au municipal et qu'il faut se projeter vers l'avant. Et l'essentiel, vous le savez, c'est le 4 octobre. Et on va en parler largement. Je voudrais quand même revenir un petit peu sur votre actualité municipale. D'abord, c'est votre première élection comme tête de liste, puisque vous aviez succédé à Harold Martin en cours de mandat. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que pour vous, ça a été important d'être élu vous-même en conduisant la liste ? Oui, bien sûr, parce que il se pose là la question de la légitimité, puisque, comme vous l'avez dit, Elisabeth, pour la première fois, j'ai été élu en mon nom et au nom d'une liste que j'ai moi-même tirée. Donc, disons que, contrairement à il y a 16 mois, je suis aujourd'hui maire élu. Vous êtes maire élu et quels sont les premiers dossiers auxquels vous êtes attaqué ? C'est une commune en plein, on l'a dit souvent, mais qui connaît une forte croissance démographique, un fort développement. À quoi faut s'attaquer quand on commence un nouveau mandat ? Alors, à quoi s'attaquer ? Je pense qu'il y a un outil qui était essentiel au développement de la ville de Païta. Ça s'appelle le PUD. Alors, contrairement à ce qui a pu être dit, le plan d'urbanisme directeur. Voilà, le plan d'urbanisme directeur, il y en a bien un sur Païta. Et l'idée et la priorité donc, dans les prochains jours, puisque on en a longuement discuté avec l'exécutif provincial, qui a changé entre-temps, donc on a les meilleures relations du monde. Et notamment sur la question du PUD, du plan d'urbanisme directeur, il s'agit effectivement de lancer, et je le dis dans les prochains jours, une nouvelle élaboration du PUD. Parce que c'est là l'outil essentiel pour non seulement développer pour le développement de la commune, mais aussi permettre à ses habitants de maîtriser, au travers de ses élus, on va dire, maîtriser le développement et l'organisation sur l'espace communal. Avec 2 aspects au moins, enfin il y en a de nombreux. Il y a l'habitat, et on sait que c'est un vrai problème pour les communes de l'agglo, comme on dit. Il y aura des nouvelles zones habitables, que vous allez déterminer dans ce PUD. Vous savez, un PUD, ça permet effectivement de protéger, en termes d'aménagement du territoire, de protéger la commune et les habitants d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut malgré tout un certain nombre de règles pour que ça soit pas l'anarchie. Et j'ai envie de dire que le plan d'urbanisme doit prendre en compte les nouvelles réalités, l'évolution de la commune, la nécessité en termes de développement pour les entreprises de bénéficier de nouvelles zones pour s'y installer. Je parle des zones industrielles. La possibilité, effectivement, pour ceux qui veulent s'engager sur Païta, je pense notamment dans certains secteurs, plus dans le nord de la commune, permettre l'installation de commerces, parce que le développement, ça passe aussi par cela. D'ailleurs, dans le PUD, que j'ai eu à défendre au titre de la commune, pour le compte de la commune entre 2015 et 2017, à retenir qu'il y avait effectivement ce que j'appelle les pôles de centralité. Il y en a un, il existe, c'est ce qu'on appelle la localité administrative, le centre-ville. Ensuite, vous avez à mi-parcours de la commune, c'est-à-dire sur la zone Tantouta, un deuxième pôle de centralité, et le troisième étant devant s'organiser autour de Tantouta. Alors l'habitat, c'est l'une des questions dont on a beaucoup parlé pendant la campagne municipale et puis qui concerne vraiment le quotidien des gens. Quel type d'habitat vous allez privilégier ? Est-ce que vous avez les moyens de privilégier un habitat qui soit adapté au mode de vie des Calédoniens, éviter ce qu'on a pu appeler des cages à lapins ou des boîtes à chaussures et faire un habitat qui soit facile à vivre et agréable à vivre. Voilà, c'est la question essentielle sur laquelle on n'est jamais tombé d'accord. On n'a pas pu tomber d'accord avec l'ancien exécutif de la province qui lui préférait la concentration à l'étalement.
Moi, j'ai considéré et je considère toujours aujourd'hui qu'il y a suffisamment de place à Païta pour permettre à ceux qui choisissent de venir habiter sur Païta qu'ils aient suffisamment d'espace. Donc voilà, je veux pas, comme ailleurs, je citerai aucun exemple ici, je voudrais pas, comme ailleurs, retrouver sur Païta des collectifs, ce qu'on appelle des collectifs, pour dire les choses en clair, des immeubles sur 5 arts. Ça, c'est pas possible. Et encore moins en Calédonie. Je crois que les Calédoniens aspirent effectivement à du pavillonnaire, avec un petit jardin. Et c'est à ça qu'on doit répondre. Vous avez la place, vous pouvez le faire. Oui, bien sûr, on a la place. Et en matière de développement économique, c'est quoi les atouts de Païta aujourd'hui pour accueillir des entreprises? On sait que la situation économique est un peu tendue en plus. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, pourquoi ils ont intérêt à venir s'installer chez vous? En 20 ans, 3 zones industrielles se sont développées sur Païta. C'est beaucoup. Donc ça répond bien à un besoin. Je me rappelle qu'avec mon prédécesseur, on avait dit de nous qu'on était des fous. Il y a 25 ans, lorsque on a eu cette initiative de développer une zone industrielle qui est la Ziza aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a plus de place. Donc après, sur le développement, pour permettre à ces entreprises effectivement de s'inscrire dans le contexte communal, il faut-il encore répondre à un certain nombre de leurs besoins, notamment en termes de services publics. Ça part de la sécurisation. La sécurisation, j'y inclus l'éclairage qu'il faut renforcer dans les zones industrielles. Donc, ils ont des attentes. Et d'ailleurs, je les ai rencontrés il y a pas moins de 2 semaines, puisqu'ils se sont organisés au sein d'une association qui est la ZAP, qui est notre interlocuteur principal. Un hypermarché aussi bientôt à Païta, ça devient réalité, ça aussi? Oui, donc tout le monde l'a vu. Si tout le monde suit l'actualité, effectivement, pour ceux qui pendant les élections municipales voulaient laisser croire que le projet était mort de l'Hyper-U, donc la réponse a été donnée par l'autorité de la concurrence. Et ça, c'est un vrai plus pour la commune. C'était attendu par la population de Païta. Oui, c'est un vrai plus, d'autant que l'objectif pour la nouvelle majorité, c'est au fil du temps permettre aux administrés de Païta non seulement d'y habiter, d'y avoir de leur loisir et de bénéficier de toutes les commodités. Ne pas à chaque fois être obligé de sortir hors de la commune pour être servi. Sur le plan du réseau routier, il y a également des grands travaux qui sont prévus. Alors, d'ailleurs, je vais faire un lien avec le programme que nous avions porté à l'occasion de ces municipales. J'ai envie de dire que ce programme traduisait la vision que l'équipe Païta en confiance avait sur la commune et qu'elle partageait avec l'ensemble des administrés. Faut savoir que dès 2017, j'ai eu, pour le compte de la commune, organisé des réunions dites de proximité. 2017, 2018, 2019. À l'occasion desquelles j'ai eu à écouter et à entendre les administrés sur leur vision quant aux années à venir sur Païta. Et c'est ça qu'a traduit notre programme, ni plus ni moins. Et la priorité, en tout cas en termes de préoccupations qui ont été exprimées par les administrés, que j'ai eu à rencontrer, c'est les routes, c'est les infrastructures, les routes, l'éclairage, les problèmes du quotidien. Vous allez continuer maintenant à voir vos administrés, maintenant que vous êtes élu Bien sûr. D'ailleurs, j'ai eu avec l'équipe élue de Païta en confiance, donc les 27, vous l'avez rappelé, il y a une semaine, on les a rencontrés, on les avait invités, on a organisé une réunion publique, à l'occasion de laquelle on a voulu transformer l'essai, et ça veut dire transformer Païta en confiance, qui aujourd'hui n'est plus qu'une idée ou une liste, c'est une association politique. Voilà. Donc, l'idée, c'est de créer un espace d'échange entre les administrés, ou dois-je dire, avec nos électeurs. C'est une manière de les associer à la gestion de la commune. Donc, on reviendra régulièrement sous ce format-là vers les administrés, pour ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire avec l'association Païta en confiance, ou dans le cadre des réunions de proximité qu'on a l'intention de rééditer. Et comment est-ce que vous comptez associer? Est-ce que vous avez l'intention d'associer l'opposition qui existe aujourd'hui? Les indépendantistes maintenant sont présents. Ils le sont déjà au travers des différentes commissions qu'on a installées. Ils le sont déjà au travers de ce qu'ils peuvent exprimer pendant l'assemblée de la communale, conseils municipaux. Donc voilà. Ce que je souhaite, c'est effectivement que cette opposition, elle soit constructive. Mais bon voilà, nous on est 27 sur 35.
Et quel est l'état des finances de la commune? Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? On sait que toutes les collectivités calédoniennes souffrent pour l'instant, notamment en raison de la crise économique liée à la crise sanitaire. Alors en général, quand on a cette volonté-là de servir sa commune, ça se traduit par des ambitions qui vont toujours au-delà des moyens dont on dispose. Donc ça veut dire, après avoir fait ce constat, qu'il faut prioriser. Et prioriser, c'est maintenir ce lien permanent, cet échange permanent avec les administrés. Je l'ai dit pendant la campagne, que le programme qui traduit cette vision que nous partageons avec les administrés, ce n'était pas la Bible. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les électeurs ou le peuple, seul le peuple peut le défaire. La raison pour laquelle nous reviendrons régulièrement en fonction du contexte, et on le sait, contexte qui sera de plus en plus difficile, financièrement parlant, pour réajuster le tir et nos priorités. Et ça, on le fera pas dans notre coin, on le fera avec les administrés. Alors l'une des priorités aussi, c'était dans votre programme, bien sûr, la lutte contre la délinquance et l'insécurité. On a vu le week-end dernier encore des dégradations dans une école au Chefleras. Vous avez les outils pour faire face à ce type de délinquance un peu incompréhensible? Bon, j'ai envie de dire, au-delà de l'aspect financier qui est important, l'occasion m'est donnée de remercier l'État. L'État qui nous accompagne sur ces différents dispositifs, mais je l'ai toujours dit, d'ailleurs à votre antenne, qu'il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs. Il faudrait que, moi je considère qu'à ce phénomène qui est la délinquance, qui n'est pas propre qu'à Païta, on le voit partout, c'est que il est temps effectivement qu'on se mette autour de la table et qu'on semble chacun dans les compétences qui sont les siennes apporter une réponse qui pour moi doit être collective. Il faut qu'on coordonne nos actions, chacun dans ses compétences. Donc voilà, je rappelle ici que l'ordre public c'est une compétence de l'État. Après le maire en fonction des moyens dont il dispose, notamment au travers du contrat d'agglomération et un outil qui est le CLSPD, doit effectivement, développer une politique de prévention. Mais la prévention ne suffit pas. Donc, faut-il encore, il y a deux volets. Je l'ai toujours dit, il y a la prévention et il y a la répression. Les deux vont ensemble. Voilà, on peut pas dissocier les deux. Parce que le résultat, c'est ce qu'on a assisté à l'école Chefleras à Païta. Et ça va beaucoup plus loin que d'habitude. C'est que là, cette fois-ci, au vu des dégradations et des inscriptions, des graffitis qui ont été constatés sur place, c'est la campagne référendaire qui s'invite dans nos écoles. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Un lieu d'échange, de partage. D'ailleurs, j'invite le monde des adultes à s'y rendre et voir. Je pense que quand on voit ce qui se passe dans nos cours d'école, je pense que nos enfants ont valeur d'exemple. Peut-être un exemple. Votre prédécesseur dénonçait souvent une délinquance politique, notamment à Païta. Oui. Vous faites le même diagnostic? Ah, celle-ci, oui. Celle-ci, c'est parfaitement clair. Des inscriptions comme le 4 octobre, Kanaki vaincra. Alors, je ne sais pas comment elle va vaincre à Païta, mais elle va pas vaincre à Païta. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas, effectivement, laisser de telles choses se faire dans ce que j'appelle un sanctuaire qui est l'école. Et puis, pour moi, ça c'est un symbole fort. On s'attaque à l'école de la République, à laquelle je suis très, très attaché. Donc ça, c'est inacceptable. La police municipale que vous avez mise en place peut être efficace quand même contre ce genre de délinquance qui est quand même de proximité, enfin dans des établissements... Alors, j'ai l'habitude de dire les choses en clair, parce qu'il faut pas raconter des histoires aux gens. Au même titre que les enseignants ou les écoles ne régleront pas tous les problèmes, comme la police municipale. L'enseignant ne sera jamais le parent de ses enfants, si toutefois c'est encore l'acte-là de délinquant, ce dont je doute fort. Les enseignants ne se substitueront pas aux compétences qui sont celles de l'État, de la province et le maire. Voilà. Je fais partie des fautifs. Je suis aussi, moi, responsable. Si toutefois tout le monde convenait à ce que cette responsabilité elle est collective, en tout cas, moi, j'ai ma part de responsabilité parce que je suis maire de la commune. Donc, et mon rôle, et toute la différence est là, c'est que moi, je suis au contact direct avec les administrés. Ils attendent de moi des réponses. Voilà. Mais les réponses en termes de prévention n'auront d'efficacité que s'il y a une véritable politique de sanction, de répression.
Il faut faire passer l'envie à ces gens-là, à ces individus, de commettre de tels actes. L'enquête n'a pas encore abouti, a priori. L'enquête n'a pas abouti, mais il y a quelques pistes. Il y a quelques pistes. Alors, vous le disiez dès le début de cette émission, on est à quelques semaines du référendum maintenant. Vous êtes mobilisé, vous allez vous engager dans la campagne pour le référendum du 4 octobre ? Je vous dirais que depuis que j'ai une conscience politique, j'ai été engagé. Voilà, maintenant le temps des municipales est passé, et bien évidemment que je m'inscris totalement dans cette mouvance ou dans le sillage des républicains, ou plutôt des loyalistes. Mais j'ai envie de dire que c'est le moment important, c'est le moment, c'est bien le moment là où il faut que les uns et les autres puissent se poser. C'est-à-dire, et qu'on, comme je l'ai dit souvent, regarder dans le rétroviseur, non pas pour revisiter la préhistoire, ou l'histoire en elle-même. J'ai pas cette prétention-là. Mais il est temps, aujourd'hui, avant de se projeter, pour les uns vers la Kanaky, et pour ce qui nous concerne, la France, la Calédonie française, il convient de se poser les bonnes questions aujourd'hui. Donc, et s'interroger sur le contexte. Le contexte qui est celui de la Nouvelle-Calédonie. Parce que j'entends dire souvent dans ce pays, de part et d'autre, j'entends souvent parler de destin commun, de vivre ensemble. Mais pour que cela soit possible, faut-il encore que chacun s'y retrouve, c'est-à-dire qu'il y ait des équilibres, un minimum d'équilibre. De quoi je parle ? Moi, je parle effectivement de ce qui est le nerf de la guerre. Je rappelle ici que, et c'est l'article 181 de la loi organique qui prévoit, notamment sur les financements, sur les aspects de fonctionnement, sur les dotations de fonctionnement, je le rappelle, c'est 51,5, égal ou supérieur à 51,5, c'est le quota, effectivement, sur la fiscalité Nouvelle-Calédonie, qui est dédié et alloué au fonctionnement. Alors, comment sont répartis ces moyens ? Je le rappelle, 50% à la province sud, 32% à la province nord et 18% aux îles Loyauté. Il faut peut-être avoir à l'esprit que 3/4 des Calédoniens habitent en province sud. Et quand je dis des Calédoniens, de toutes origines, des Wallisiens, des Futuniens, des Européens, des Kanaks. Et c'est le cas à Païta. On a 4 tribus et une population que le maire doit servir au même titre que les autres. Mais cette situation-là de déséquilibre, parce que, parlons-en du rééquilibrage, j'ai plus l'impression que 30 ans après, ce rééquilibrage, c'est quelque peu inversé. Voilà. Et qui en pâtit ? C'est pas le maire de Païta. C'est bien les populations, y compris les populations kanak. Et c'est le cas à Païta, puisque, vous savez, l'essentiel des financements, des recettes d'une commune, c'est 67% de dotation. Le FIP a une part très très importante dans les recettes d'une commune. Et vous savez, sur Païta, sur le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation, le fonctionnement, on perd sur 2020, on y est encore, 10 millions par mois. Qui va en pâtir ? Le service public, et donc le service que sont en droit d'attendre, la qualité de service sont en droit d'attendre les populations des communes. Alors vous parlez de la fameuse clé de répartition ? Oui, mais juste là, je vous ai parlé du fonctionnement. La loi organique prévoit effectivement un quota égal ou supérieur à 4% sur la dotation équipement. Là encore, il faut que je rappelle la répartition. C'est que 40% pour la province sud, 40% pour la province nord et 20% pour la province des îles. Traduit, rapporté à la population. Vous savez ce que ça donne, Elisabeth ? Ça fait 230 000 francs par habitant et par an pour la province sud. 510 000 francs par habitant et par an pour la province nord, et 830 000 francs par habitant et par an pour la province des îles. Il est où le rééquilibrage ? Mais cette clé de répartition, vous le savez bien, ça fait des années qu'on en parle, les indépendantistes ne veulent pas bouger, ne veulent pas en changer. Mais moi, je suis pas à la remorque des indépendantistes. On a un troisième partenaire, c'est l'État. Donc, effectivement, je l'espère, j'appelle de tous mes voeux qu'il y ait des discussions. Mais je crois qu'il faut commencer par là. Il faut revoir, effectivement, ce déséquilibre. Il faut qu'on rééquilibre les choses. Puisque 3 habitants, les 3/4 de la population calédonienne résident en province sud, parmi lesquels il n'y a pas que des Wallisiens, des Futuniens, des Océaniens, il y a aussi des Kanaks. Donc c'est à ces familles-là que je pense. C'est à ces Kanaks-là également que je pense et qui ont fait le choix de vivre en province sud.
Donc, je crois qu'il faut d'abord qu'on rétablisse un certain nombre d'équilibres avant de se projeter. Et là, c'est important. Et on le sait, que tout cela n'est possible que si, effectivement, on modifie la loi. Donc, il faut un projet de loi. Et pour ce faire, faut-il encore avoir la majorité des 3/5 au Congrès? On en est loin, vu ce qui s'est passé la dernière fois au Congrès, le renouvellement du Congrès. Et j'ai envie de dire, Elisabeth, que ceux qui prétendent être des faiseurs de majorité, il faut faire très attention à ces positionnements, à ces jeux-là. La question qui nous est posée, elle est simple, elle est claire. Il faut être clair dans ces positionnements. La question qui nous sera posée le 4 octobre, c'est oui ou non. C'est pas peut-être. Il y a pas de choix, c'est oui ou non. Donc ça veut dire qu'il faut être très très clair dans ses positionnements. Et je ne voudrais pas, effectivement, vous avez compris, je parle de l'éveil océanien, je ne voudrais pas non plus, au vu de ce qui s'est passé au renouvellement du Congrès, qu'on laisse croire aux Calédoniens que certains auraient le monopole de la communauté wallisienne et futunienne, ou plus largement des Océaniens. Mais justement, voilà, c'est forcément une question qu'on a envie, qu'on veut vous poser, Willy Gatio. L'éveil océanien, son président, en plus, est dans votre conseil municipal. Il a été face à vous quand vous avez une liste au municipal. Quand il ne prend pas parti pour ou contre l'indépendance, vous le comprenez ou ça vous... Non, ça je ne comprends pas. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui? Alors, je ne comprends pas. Vous savez, Elisabeth, j'adore le football. Surtout en ce moment, vous avez vu, il y a deux clubs Même moi, qui sont allés en demi-finale. Et le PSG, à qui je souhaite le meilleur pour la finale. Vive la France. Donc, oui, je vous le dis de manière très très claire, je ne comprends pas ces positionnements-là. Ce sont là des positionnements dangereux. Et le parallèle que je voulais faire avec le football. Alors, imaginez, ne serait-ce qu'un instant, Elisabeth, une finale de Coupe de France au Stade de France, rempli à ras-bord, et que c'est une finale OM-PSG. C'est pas par hasard que je dis ça. Et que l'arbitrage est assuré par l'éveil océanien. Ça voudrait dire quoi? Que pendant 90 minutes, le ballon resterait au centre. Non, mais c'est pas possible. Vous devinez, vous imaginez ce qui va se passer au sortir des 90 minutes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà ce que je pense. Alors, océanien, on sait que c'est un terme aussi qui vous agace un peu. Vous ne définissez pas vous comme océanien. C'est pas un terme dans lequel vous vous retrouvez? Oui, non, mais c'est essentiel qu'on s'arrange. On pense aux océaniens qu'on se l'arrange. Donc, en tout cas, moi, ce que je voudrais dire par rapport à cette campagne référendaire, j'ai choisi la voix de la France pour l'annoncer, c'est-à-dire ERB. Dans les prochains jours, les Calédoniens seront invités, effectivement, à découvrir à entendre la voix des Océaniens français, et en particulier des Wallisiens et Futuniens, qui ont bien l'intention de faire entendre leur voix dans le cadre de cette campagne référendaire. Non pas pour se démarquer, je parle là des Océaniens ou des Wallisiens Futuniens loyalistes. Parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux, et ça tout le monde le sait. Plus de 90%, notamment des Wallisiens Futuniens, sont viscéralement attachés à la France. Faut-il encore leur permettre et d'organiser les espaces pour qu'ils puissent l'exprimer? Et je vous donne rendez-vous, Elisabeth, et je vous appellerai, vous la première, lorsque nous allons déclencher effectivement cette organisation qui prendrait la forme d'un collectif des Océaniens français. Qui serait un peu le pendant de ce que certains ont pu faire avec un éveil océanien qui, lui, au contraire, non, même pas le pendant de l'éveil océanien, parce que je viens de le dire, il n'a pas le monopole des Océaniens ou des Wallisiens Futuniens. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce qu'on ne va pas vous reprocher à vous aussi de faire dans le communautarisme et de réunir les gens d'une même communauté? Du tout, parce que je le fais dans le cadre de la démarche qui a été engagée par les loyalistes. C'est bien de ça qu'il choisit. La France, c'est bien permettre, c'est ça la force de la France, c'est permettre à chaque communauté d'exprimer à sa manière son opinion. Et donc c'est simplement permettre un espace aux Calédoniens attachés viscéralement à la France et qui sont d'origine océanienne, voire wallisienne et futunienne, d'exprimer à leur manière leur attachement. Voilà. C'est quoi les raisons pour vous, d'ailleurs, de voter non à l'indépendance, de voter oui à la France? Et la manière de Willy Gatio, c'est quoi? Quels sont les éléments les plus importants qui vous font dire que vous voulez rester dans la France? Alors,
je l'ai dit tout à l'heure, 67% des recettes d'une commune proviennent de dotations et une bonne part de l'État. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour remercier l'État. On ne remercie jamais assez l'État. Donc, rapporté au budget communal, au budget de la ville de Païta, c'est plus de 20%. L'État pèse pour plus de 20% dans le budget communal. Donc, voilà les raisons. Mais en même temps, il y a des valeurs. Dans son programme, le FLNKS parle de 10% seulement. En disant Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je note qu'il ne me parle pas du milliard de dettes de la SMSP. Mais, enfin, bref, d'autres m'ont précédé sur ce même plateau. Ils l'ont expliqué très, très clairement. Peut-être ajouter, effectivement, moi, de mon expérience en tant qu'élu, je le dis de manière très très claire, je n'ai pas en tête l'exemple en termes d'excellence de la gestion indépendantiste. Pas un seul exemple. Pas un seul exemple. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Et je le dis aussi. Et je le dis à tous les Calédoniens, même d'origine kanak. Donc ça, il faut le dire. Donc, alors, d'autres raisons, effectivement, la France... et ça, j'y suis très 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 attaché, notamment sur la question foncière. C'est aussi un des avantages. Ce que peut nous garantir l'État, c'est le droit à la propriété privée, de disposer du produit de ses efforts. Voilà. Il faut une Calédonie où les individus existent. Voilà, qu'ils ne soient pas noyés dans des groupes à tel point qu'ils s'y perdent. Donc, ça, c'est important, le droit à la propriété privée, pour permettre à chaque Calédonien de profiter et de recueillir et profiter du fruit de leur travail. Et ça, c'est important. Peut-être que la question, c'est une question de gestion. Ouais. On le sait, tout le monde, beaucoup l'ont rappelé avant moi, l'État, c'est 170 milliards en Nouvelle-Calédonie. Donc, ça, je vois pas comment, quel que soit le projet, on pourrait effectivement trouver et substituer ces moyens de l'État. On en est incapable, il faut le dire, sauf à accepter de revoir nos niveaux de vie. Alors, je serais curieux de voir ce que vont répondre les Calédoniens à ça. C'est pas possible. Donc, mais il y a des constats qu'il faut faire, qui relèvent plutôt d'aspects sociaux, économiques. Donc, c'est peut-être la gestion sur laquelle on doit discuter. Et tout ça n'est possible. Tout ça n'est possible qu'au sein de la France. Voilà, pas en dehors de la France. On est à quelques semaines maintenant de ce référendum. Les choses sont assez calmes. Vous sentez, vous avez l'impression que les gens sont mobilisés tout de même pour cette échéance ou que finalement, ils y sont un peu indifférents? Comment est-ce que vous le ressentez? Alors, il faut peut-être rappeler aux Calédoniens, en tout cas pour ce qui nous concerne, les loyalistes, c'est que je voudrais leur dire que la France, ça se mérite, la France, la Calédonie française, et que chacun doit en faire une affaire personnelle. Cette relation, elle doit être propre à chacun. C'est-à-dire que la France, elle appartient à chacun des Calédoniens. La Calédonie française leur appartient plus ou autant qu'à nous, les élus. Donc, et je voudrais leur dire que le 4 octobre, il faut pas se tromper là-dessus. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est oui ou non. Donc, moi, je les invite à voter non. Je ne les invite pas, moi, le 4 octobre, à voter pour les Républicains calédoniens, le Rassemblement, ou tous Calédoniens, ou Génération, en tout cas, toutes les composantes du Front Loyaliste. La seule question à laquelle je les invite à dire non le 4 octobre, c'est l'indépendance. Il faut qu'ils se déplacent en nombre le 4 octobre. Les municipales sont terminées, ils ne vont pas voter pour moi. Donc il faut qu'ils votent pour que ce pays reste dans la France. Et ce n'est qu'à ces conditions que tout sera possible. Parce que moi, j'y crois, moi, une Calédonie française pour tous. Voilà. Donc c'est une question de gestion. Même si on sait que ces référendums ne régleront rien et qu'après le deuxième, il y aura vraisemblablement un troisième et qu'il faudra bien inventer quelque chose. Oui, j'ai bon espoir qu'au lendemain de ce deuxième référendum, que chacun prendra ses responsabilités, et que les uns et les autres soient en capacité de se mettre autour de la table et en tirer des conclusions et faire avancer. Parce que vous venez de le dire au travers de votre question, que le résultat ne réglera pas tout. Quand même, une nuance dans ce que je dis, c'est que il est clair que quand le moment viendra de ces discussions,
la question qui se pose, c'est avec quelle légitimité ceux qui vont nous représenter, c'est-à-dire le camp de la France, et dans quelles conditions ils vont discuter. Il est clair que leur légitimité, elle sera plus à 70% qu'à 51%. Hein. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est ma conviction. Je pense qu'effectivement, le premier référendum, les uns et les autres l'ont à l'esprit, et notamment les loyalistes, on fera mieux que le premier tour, que le premier référendum. Que le premier référendum. Voilà. Vous allez donc vous engager, vous participez aux réunions, différentes réunions, là qu'organisent les loyalistes. Bien sûr, et d'ailleurs, dans les municipales, Elisabeth, je m'en étais jamais caché. Hein. Peut-être, sans polémiquer, on était 2 candidats. Il faut quand même être bon joueur. 2 candidats aux dernières municipales qui affichaient très clairement le bleu, blanc, rouge. C'est le candidat de Génération ANC au premier tour et moi-même. Donc j'ai toujours été clair, même avec les administrés à Païta. Parce que la collectivité communale, c'est la première collectivité de la République. La proximité. Donc voilà. Willy Gateou, et on note donc que vous allez créer prochainement ce collectif. On compte sur vous pour nous en dire plus et venir nous en parler quand il sera créé. Bien sûr. En nous donnant ses objectifs, Willy Gateou, maire de Païta. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. À bientôt. Un magazine qui, je le rappelle, sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Et dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'info, c'est à 13h.